Bonjour à tous et bienvenue ici à la journée. Et je me présente, je suis Sarah Fernandez, la secrétaire du syndicat CGT du CHU. Et nous sommes ici parce qu'on propose pour la première fois une journée santé et souffrance au travail à l'hôpital. Et avec un programme que vous avez déjà dû lire et que vous avez aussi sur l'écran, dans lequel on va avoir 3 interventions. 2 se dérouleront dans la matinée et une autre dans l'après-midi. Ce matin, on aura notre collègue de la CGT, délégué syndical et psychologue Yasmina Cheguetina, qui fera une présentation qui s'appelle Bon, il y a un petit changement de programme. Hein. C'est une plus belle histoire de la santé au travail, sinon ce sera plutôt une présentation qu'elle va vous... C'est l'envers de la souffrance. Voilà, qu'elle va vous exposer tout à l'heure. Et ça va être très intéressant aussi. Après, on a avec nous Madame Selma Regui, sociologue, qui fera une présentation. Et comme vous pouvça voir, voilà, ça s'appelle La santé au travail dans le monde hospitalier, coulisses, convictions et les questions qui fâchent. Là, on adore toujours nous. Et dans l'après-midi, on aura, qui va arriver dans la matinée, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et aussi membre de la CGT, et qui nous fera une autre présentation dans l'après-midi qui s'appelle l'évolution des conditions de travail du personnel hospitalier au cours des dernières décennies. Et cette journée, voilà, ma collègue va vous expliquer un petit peu plus comment ça s'est déroulé, mais on y travaille depuis un petit moment, elle va tout vous expliquer. Moi, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là et soutenir cette première journée qu'on espère ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Il y a également Nicolas Jounin, qui est sociologue et voilà, qui fait aussi des expertises au niveau du CHSCT. Alors oui, j'ai changé de titre, j'ai appelé ça l'envers de la souffrance, et je ne vais pas tellement parler même pas du tout parler de l'histoire de la santé. Parce que quand j'ai commencé à le travailler, je trouvais qu'on s'éloignait un petit peu de l'objectif de la journée. Donc la jeunesse de cette journée, elle fait suite à la suggestion d'une de nos adhérentes. Elle se reconnaîtra et on la remercie. Donc elle nous a donné l'idée de travailler, de prendre un temps de réflexion sur les questions du bien-être au travail, sur cette injonction où il faudrait presque arriver à être bien au travail et sans vraiment avoir les moyens de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que cette injonction du bien-être au travail? C'est l'ensemble des initiatives et recommandations qui invitent les employés à se sentir bien au travail, mais sans considérer ou analyser les causes profondes du mal-être. Donc, c'était l'idée de départ, qui a évolué évidemment au fil de l'eau. On s'est réunis à 2-3 reprises avec d'autres adhérents et des psychologues du CHU qui nous ont également beaucoup aidés. Je tiens aussi à dire que l'ancien inspecteur du travail du CHU nous a aussi énormément aidés, et c'est par son intermédiaire aussi qu'on a pu inviter les 2 intervenants qui sont aujourd'hui ce matin avec nous. Alors, donc l'idée de départ c'était de faire ça en avril, mais les délais étaient trop courts et c'est seulement aujourd'hui, et on est très content, comme vous le disiez Sarah, de vous réunir aujourd'hui. Et de ces discussions à bâton rompu se dégageaient des contradictions flagrantes. L'injonction du bien-être au travail mêlée à une intensification du travail. Alors cette intensification du travail, on peut vraiment la lier à des exigences financières conduisant à un ratio patient-soignant insuffisant et peu à peu qui a conduit à un manque d'effectifs que l'on connaît aujourd'hui. Donc ce décalage entre une volonté d'améliorer la qualité de vie au travail de la part de la direction, par des bulles de méditation, des dotations par service,
permettant d'améliorer le confort au travail, voilà, des bureaux, des machines à café, etc., d'une part, et le départ d'un grand nombre de soignants et de médecins, d'autre part, ne peut que frapper et questionner sur les raisons sous-jacentes de telles contradictions. Alors que j'étais en train de rédiger ce que je suis en train de vous dire là, on a tous reçu sur nos boîtes mail des informations sur les bulles. Et notamment, si vous regardez tout au bout des propositions qui sont faites, il y a une partie qui est proposée de venir se reposer et de prendre un coussin qui s'appelle Pillow. Et dans l'argument de vente de ce coussin, c'est explicitement marqué que le coussin coupait le flux des pensées. Et ça m'a... donc voilà, c'est l'argument de vente. Et c'est les coussins qu'on utilise dans les bulles. Et ce qui m'amène à vous proposer ce deuxième point récurrent, donc sur ce qui fait que souvent les acteurs de santé sont pris par l'urgence et que dans cette urgence, c'est extrêmement compliqué de penser, voire c'est impossible de penser au-delà de la nécessité immédiate, au-delà de ce qu'il y a à faire tout de suite. En d'autres termes, travailler dans l'urgence à flux tendu laisse peu de place à la pensée. Cette impossibilité empêche d'anticiper l'organisation du travail à moyen et à long terme, y compris les besoins en effectifs, les horaires, la formation, l'attractivité métier, tout ce qu'on peut imaginer sur ce qui pourrait améliorer nos conditions de travail. Alors, travailler en réprimant sa propre pensée induit d'emblée une forme de soumission au présent, pour ne pas dire à l'immédiat, à l'usage, comme cela se répète. On vient à mettre de côté sa subjectivité, ses valeurs et le sens qu'on lui donne à son travail. Lorsqu'un agent souffre, au-delà des raisons qu'il évoque de prime abord, par exemple, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est ma référente qui, ou c'est mes collègues. En profondeur, en fait, c'est parce qu'il n'arrive ni à penser le conflit dans lequel il est pris, ni à soutenir sa propre position. Et je voudrais vraiment insister sur ce point, c'est que l'impossibilité de penser est ce qui est nouveau et inédit dans les questions de souffrance au travail. C'est un point, on en reparlera plus tard, mais qui est pour moi nouveau et inédit. Et cet état de fait, nous le constatons également au sein même du syndicat. En effet, dans notre travail syndical, on travaille toujours en réaction à des situations d'urgence et sur du court terme. C'est l'action immédiate qui prévaut dans le travail syndical. Et hélas, on ne parvient pas toujours à dégager du temps pour se poser, penser notre action dans la durée. C'est bien pour ça qu'on organise ces journées aujourd'hui. Ce constat-là est le même à tous les niveaux et toutes les professions et toutes les fonctions professionnelles de l'hôpital, jusqu'à la direction qui, face au manque d'effectifs, se trouve acculée à fermer les services sans pouvoir anticiper les conséquences sur la santé publique. Typiquement les urgences cet été, ce qui peut aussi être vu comme une conséquence de l'impossibilité de penser. Cette impossibilité de penser est au cœur de la souffrance au travail. Le rythme soutenu, voire forcené, qui bloque, qui empêche la pensée, procure une forme d'excitation qui retombe, laissant place à un vide mental. À terme, quand quelque chose se répète comme ça induit un fonctionnement binaire. On est dans du plein, du vide,
avec forcément des conséquences sur la santé au travail et en première ligne, la fatigue et la perte de sens. Alors, on va aller même un peu plus loin. Moi, j'ai presque envie de dire que l'impossibilité de penser fait le lit des passages à l'acte, tels que démission, non-renouvellement de contrat, agressivité à l'égard des collègues, accident de travail, voire tentative de suicide et suicide. Dans ce contexte, l'objectif donc de cette journée, qui est aussi une journée atelier, puisqu'on va favoriser énormément l'échange, et de celles qui suivront, on l'espère, on le souhaite vraiment, est d'amorcer une réflexion collective afin d'élaborer des perspectives sur des organisations du travail qui nous libèrent des contraintes du court terme, et donc de restaurer la pensée. Le travail, on est tous d'accord, en tout cas, on aimerait que ce soit un lieu, que ce soit un exercice qui apporte une source de satisfaction, d'équilibre, où le salarié trouve des ressources et des marges de créativité. Il peut aussi construire sa santé, son identité, construire de la collectivité, de la solidarité. Or, il est fréquent de convoquer le travail sur son versant douloureux. Comme vous le savez peut-être, l'origine étymologique du mot travail est le tripalium, qui est un instrument de torture. Néanmoins, c'est oublié qu'il peut aussi apparaître sur son versant créateur, parce que du côté de l'anglais, c'est work, donc le travail, et qui a lui son origine du côté de l'ouvrage, d'œuvrer. Et une des déclinaisons est le mot ouvrier. Donc, digression mise à part, mais qui a son importance quand même. Il s'agit donc, dans un premier temps, d'identifier les facteurs principaux de cette crise que l'on traverse à l'hôpital et de dégager ensuite des pistes de réflexion. Les diverses manifestations du mal-être à l'hôpital, comme la frustration, la colère, les arrêts maladie, les conflits, sont les premiers symptômes, et moi j'ai presque envie de dire que c'est aussi un appel à l'aide. En outre, les agents hospitaliers en difficulté sont des informateurs extrêmement précieux pour repérer les zones de frottement, voire de grippage de l'organisation de travail. Et donc, l'important, c'est d'en mesurer la gravité. Les syndicats, les psychologues RPS, les psychos du travail, les services de santé au travail sont donc en première ligne pour apporter un soutien, une écoute et essayer de trouver des solutions à la hauteur de ce que les agents peuvent vivre. Toutefois, dans le cadre de ce colloque, on va laisser de côté les expériences spécifiques de souffrance au travail. En effet, les salariés affrontent leur souffrance au travail comme si elle se réduisait à des questions personnelles, alors qu'elle résulte en profondeur des tensions de l'organisation du travail. Tensions qui ne sont pas prises en compte au sein des services ni même dans le débat social. C'est donc pour ces raisons que l'on vous propose d'aller au-delà de l'urgence, de la souffrance, pour mettre en évidence les éléments fondamentaux, structurels de la crise à l'hôpital, éléments qui sont masqués par l'urgence, qui nous envahit au quotidien. On peut citer à titre d'exemple, comme éléments fondamentaux, structurels de la crise de l'hôpital, tous les mécanismes mis en place pour mesurer les performances des services, notamment, et ça on la connaît bien, la durée moyenne de séjour, la DMS. Ces mécanismes visent à établir des objectifs globaux de performance, indépendamment du contexte social et de l'état psychique des patients et même de la spécificité des services. Ces mécanismes ils vont jusqu'à mettre en concurrence les hôpitaux entre eux en utilisant ces indicateurs de moyenne. Donc, toutes ces méthodes qui s'apparentent à de la bonne gestion, de la recherche d'efficience et d'économie induisent en fait, dans la pratique quotidienne, dans les tâches des uns et des autres,
une dégradation à plusieurs niveaux. Le premier niveau, et il est direct, c'est dans la prise en charge des patients. Une pression psychologique chez les soignants ensuite. Des conflits internes et éthiques, donc des conflits de valeurs. Une dissolution de la responsabilité collective. In fine, la perte de sens, le burn-out et la souffrance. L'intention et l'éthique sous-jacentes sont d'objectiver le soin en assujettissant la prise en charge des patients aux indicateurs, à la statistique, pour en faire un moyen de contrôle dont les modalités, on le constate, sont complètement abstraites et loin de la réalité de terrain. À titre d'exemple, ce que je peux peut-être vous donner l'exemple d'une réunion qui a eu il y a plusieurs semaines, qui était organisée entre la direction et le service de maternité. Il était demandé au service, et particulièrement aux sages-femmes, de tendre à une moyenne de séjour de 48 heures pour les accouchements par voie basse et de 72 heures pour les accouchements par césarienne. Une des sages-femmes explique à quel point il est difficile de faire sortir au bout de 2-3 jours des femmes dans un contexte social précaire. Quand même à l'hôpital, c'est aussi ce public qu'on accueille, tout en interpellant la direction sur les efforts qu'ils ont faits cet été, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à réduire leur DMS. À cela, il lui est rétorqué que dans les quartiers nord de Marseille, on y arrivait. Mais que penser d'indicateurs qui prennent pour exemple des quartiers où le maillage social et sanitaire est très dégradé? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Sans compter qu'indirectement, il mettait en concurrence les 2 services de maternité de ces 2 hôpitaux. Et pourtant, je pense qu'il n'y avait même pas l'intention consciente, je dis bien consciente, de le faire. Alors avant de laisser la parole à nos 2 intervenants de la journée, donc Selma Regui, qui va nous parler des questions qui fâchent dans les coulisses de la santé au travail, ce que vous a dit Sarah, et Christophe Prudhomme, qui va lui plutôt s'intéresser sur les conditions de travail, le changement des conditions de travail et l'évolution ces dernières années. Je vous propose de partir du terrain et de vous faire un retour d'expérience en tant que représentante syndicale. Je suis également psycho, donc effectivement, j'ai aussi je pointe certaines choses mais c'est à partir de notre terrain. Et ce que je souhaiterais vous faire comme retour, c'est qu'est-ce qui amène un agent, voire une équipe, à frapper à la porte des syndicats. Dans un premier temps, ce qu'on va repérer, c'est l'impossibilité, l'impuissance de certains agents, comme s'ils étaient prisonniers de rapports de force dans lesquels ils ne peuvent pas peser, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas faire autre chose que d'aller frapper aux portes des syndicats pour qu'il y ait un équilibre qui se remette en place. Sur un plan interindividuel, au sein des équipes et particulièrement dans les rapports hiérarchiques, on repère un système fondé sur l'allégeance, c'est-à-dire une protection moyennant une forme d'obéissance. Bien entendu, en cas de refus d'obéissance, y compris face à des recommandations peu cohérentes, le prix à payer peut conduire à une mise au ban dans l'équipe, ce qui peut aller jusqu'à la non-reconduction du contrat pour les contractuels. Et ça, on a pléthore d'exemples. Cette logique d'allégeance, décrite par Alain Soupiot, je me suis énormément appuyée sur Alain Soupiot pour travailler ce que je vous présente là. Donc, c'est un juriste spécialisé dans le droit du travail et dont je vous recommande la lecture et les conférences sur YouTube. Évoque les rapports féodaux au Moyen-Âge entre seigneurs et serfs
ou aujourd'hui dans les organisations mafieuses des dealers. Donc ça va loin. Ce mode de fonctionnement, que moi je vais qualifier très archaïque et vieux comme le monde, il repose sur des rapports de force immédiats. Donc vous voyez bien, on a toujours la question de l'immédiat, au sein du groupe, localement, et s'appuie sur un fonctionnement de tiers exclus, de bouc émissaire. C'est-à-dire que dans ce fonctionnement-là, il n'y a pas de recours possible à un tiers qui fasse autorité, une sorte de juge impartial, voilà, désintéressé, enfin neutre. Donc une instance qui garantisse justice et équité au nom d'une loi partagée par tous. Je m'intéresse particulièrement à ce système d'allégeance qui n'est pas, bien évidemment, à généraliser au sein des rapports hiérarchiques, mais qu'on trouve malheureusement dans la majorité des conflits dont nous avons connaissance à travers notre pratique syndicale. Ce refus d'allégeance, on peut l'imaginer, peut conduire à l'isolement des salariés, facteur aggravant de la souffrance au travail. Il permet de comprendre pourquoi celle-ci se présente sous forme d'un conflit inter-individuel, à forte tonalité affective. C'est souvent ce qui est amené au premier abord. Alors que ce conflit trouve souvent son origine dans un désaccord sur la manière de travailler. Il est également fréquent de voir des équipes souffrir d'une absence ou, tout le moins, d'un éloignement de l'encadrement. Parfois se mêle à l'absence de proximité des encadrants, son corollaire, une mauvaise connaissance du terrain. Les conséquences sont multiples. On constate une montée des conflits individuels. Les agents ne peuvent pas s'appuyer et compter sur l'encadrement au quotidien. Ils vont donc en souffrir. Cela peut se manifester lors d'un conflit et il sera bien donc difficile pour l'encadrant de trancher en toute justice, surtout s'il y a un système d'allégeance qui est en place pour pallier l'éloignement du cadre. Ce qui fera ensuite le lit de la frustration, de l'injustice. L'éloignement du management se caractérise à la fois par l'absence et par des moyens de contrôle aux formes abstraites déjà citées plus haut, suivant les indicateurs de performance, et qui va parfois se manifester par des décisions arbitraires, sans prendre en compte la réalité de terrain et in fine affecter toute une équipe. On peut voir des équipes exploser comme ça, alors qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de savoir comment fonctionnaient les équipes. Alors on va noter également une intensification des tâches administratives, ça je pense que tout le monde est affecté par ça, qui empiète sur les soins. Ce point peut expliquer en partie l'éloignement de l'encadrement, même si ce n'est quand même pas l'apanage des cadres. À terme, l'administratif peut même parfois constituer une fuite face à la prise en charge des patients, comme pour s'en protéger. Moi, j'ai vu des médecins qui se mettaient derrière leur ordinateur. On aboutit ainsi à une perte de cœur du métier au profit d'une approche bureaucratique. Bien sûr, l'intensification du travail en soi est repérable et se traduit par des départs massifs, dont des démissions. L'exemple emblématique s'est traduit cet été aux urgences. On a eu quand même cette année 40 médecins, plus de 40 médecins qui ont démissionné, je ne sais pas combien de soignants. Et il y a eu 120 services d'urgence en France qui ont fermé leurs portes, mettant en danger la santé des citoyens. On voit bien que dans un tel contexte, et je dis bien toutes les catégories professionnelles sont touchées et pâtissent de son fonctionnement. Du médecin aux ASH, en passant par les techniciens, les infirmières, les services informatiques, l'encadrement et les directions, même si pour ces dernières, cela reste un non-dit. Enfin, et je voudrais terminer sur les moyens mis en place face à cette souffrance, vous pourriez nous dire à juste titre que le grand absent de cette journée, c'est les psychologues.
On avait pensé, on avait invité des psychologues, ça n'a pas été possible. On espère que sur les années, les prochaines journées, on pourra les inviter. Donc on l'a évoqué au début, quand un agent souffre, il va se tourner du côté des syndicats, des services de santé au travail et des psychologues, et notamment aujourd'hui les psychologues RPS, qui n'étaient absolument pas visibles, il n'y en avait pas dans la fonction publique. C'est depuis on va dire depuis 5 ans, que... oui, risques psychosociaux. RPS, risques psychosociaux. Et elles ont été mises en place parce qu'il y a eu des tentatives de suicide et que... non, mais je termine avant ça. Oui. Qu'il y a eu des suicides, des tentatives de suicide, et voilà. Donc, et ces psychologues, on les trouvait, en revanche, moi j'en ai toujours entendu parler, mais dans les entreprises privées. Alors, comment on peut comprendre la place des psychologues RPS ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait qu'il y a autant de consultations qui se multiplient ? Eh bien, nous, on a un premier élément de réponse, c'est qu'on pense que ça vient pallier le manque de mesures institutionnelles adéquates face à la crise. L'individu est souvent seul face à ces difficultés. Et on assiste là à une surresponsabilisation de l'individu qui fait l'impasse sur le rapport entre la souffrance des agents et la responsabilité de l'institution. Alors, je vais terminer comme ça sur une boutade, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des coussins pilots pour couper le flux de nos pensées, ou doit-on plutôt laisser place à la réflexion qu'on vous propose aujourd'hui ? Je vous remercie. Merci Yasmina, comme ma collègue vous savez tout à l'heure, c'est une journée vraiment interactive, c'est vraiment l'idée, donc n'hésitez pas à demander la parole, ma collègue Elisabeth vous fera passer le micro, posez toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, on est là pour essayer de répondre, ou en tout cas de réfléchir ensemble comment on peut faire peut-être autrement, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous couper et à nous poser des questions ou faire des commentaires, voilà, c'est ouvert. Elisabeth ? Chantal. Oui, bonjour. Donc, je suis Chantal Salas, je suis nouvellement retraitée de cet hôpital. Moi, je trouve ton intervention très, très, très intéressante. Et je voulais juste revenir sur la question de la direction. Parce que, malgré tout, la direction, ils ont des injonctions économiques, qui sont des injonctions des ARS, etc. Donc, effectivement, ils sont pris, bien sûr, dans l'urgence aussi, mais il y a quand même, à mon avis, des politiques qui sont sciemment mises en place par nos dirigeants pour des questions économiques, des questions macroéconomiques, qui font que, de toute façon, les fermetures de lits, c'est inscrit finalement dans la politique, quoi. Donc, les fermetures de lits qui induisent des conditions de travail difficiles, qui induisent des problématiques au niveau de la population, qui induisent une baisse de l'accès aux soins pour la majorité des gens. Donc tout ça, ça fait partie d'une politique, et la direction est chargée de la mettre en place. Alors donc, c'est pour ça, moi, c'est juste la petite nuance que je voulais un petit peu par rapport à ton propos, parce qu'effectivement, oui, ils sont pris dans l'urgence, mais ils ont aussi des injonctions, et c'est pas tellement l'urgence, c'est plutôt, là, à mon avis, des politiques à long terme qui ont été mises en place et qui datent déjà de plus de 30 ans, c'est-à-dire les fermetures de lits, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est juste une réflexion par rapport à ce que tu as dit. Alors, peut-être pour nuancer ce que j'ai dit, ce que je veux dire, c'est que cette impossibilité de penser, elle est valable dans toutes les catégories, dans ce sens que à ces directions, on leur demande pas de réfléchir,
On leur demande de répondre à des indicateurs. Et qu'à partir de là, ils ne pensent pas sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas... bien sûr qu'ils ont une responsabilité de mettre ça en place. Ce que je veux dire, c'est que cet été, ils étaient de la même manière que le reste, ils étaient sous le coup de qu'est-ce qui se passe. On ne maîtrise pas ce qui se passe. Et que cette impossibilité de santé, ces conflits internes qu'on trouve chez le soignant, chez tout le monde, on va le trouver chez eux aussi. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que la souffrance au travail, elle est, par le fait qu'il y ait cette impossibilité de penser, elle est nouvelle. Parce qu'avant, les classes dirigeantes, c'était elles qui demandaient ce qu'il fallait faire, et les ouvriers faisaient, enfin voilà. Mais ça, pour moi, c'est nouveau. Alors, peut-être, je veux rajouter une nuance, mais peut-être, je rajoute une nuance. C'est qu'effectivement, on peut dire que la question du travail, c'est une question politique. C'est-à-dire que c'est un moyen de domination. Ça, c'est sûr. C'est un moyen de domination, c'est un rapport de force. Oui, moi j'ai envie alors certes il y a des caractères particuliers dans la santé, mais j'ai envie quand même de dire que cette question-là et ce à quoi on est confronté, ça ne concerne pas que la santé, c'est dans toute l'organisation du travail de la société. Historiquement, les luttes se sont surtout centrées sur l'augmentation des salaires, la stabilisation de l'emploi, la baisse de la durée du travail. En 68, il y a eu un slogan qui était « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». C'était la première émergence de la question de, j'allais dire, d'être bien au travail. Hein. Et là, ce n'était pas une injonction, c'était une revendication. Hein, on voulait travailler dans de bonnes conditions. Mais n'empêche qu'on a continué à se battre, et c'est normal, sur les salaires, la stabilisation de l'emploi, enfin ce que j'ai dit. Mais pendant ce temps-là, la stratégie du patronat, elle a été multiple. Pour aller dans ces objectifs qui nécessitaient un durcissement et une capacité plus forte de domination. Et ils ont mis en place dans ces stratégies, sous couvert d'humanisation, une individualisation de la gestion des salariés et un travail de plus en plus exigeant, soumis à des objectifs et des évaluations personnalisées. L'évaluation à l'hôpital aujourd'hui, on s'auto-évalue, on se fixe soi-même des objectifs. Enfin, voilà, on est complètement dans ce... On s'auto-contrôle. On s'auto-contrôle, on est complètement dans ce management qui est partout. Et du coup, le travail, il devient une véritable preuve individuelle. Il y a perte de repères, moi je dirais perte de classe, on ne sait plus à quel... On peut appeler ça la perte de sens. Perte de sens, et ça solde la fin du collectif. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, on travaillait encore en équipe, encore en collectif. Aujourd'hui, c'est terminé complètement. Jusqu'à l'organisation du travail en 12 heures, qui empêche tout chevauchement d'équipe et donc tout échange. Exact. Alors, pour faire court, oui, le travail peut être facteur d'émancipation, mais quand il permet à l'individu de s'exprimer, de mettre en œuvre ses savoirs, ses facultés, sa créativité, sa sensibilité. Et c'est bien ce à quoi on est confronté, et ça, même si ça a des caractéristiques particulières dans la santé, mais ça ne concerne pas que la santé. Juste un exemple. Hier, on en parlait avec Véro, et elle me dit, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai reçu une dame, son fils a un cancer extrêmement agressif, donc il faut qu'elle arrête de travailler.
Ouais, mais la mise en place de l'allocation qui peut prendre le relais si elle arrête de travailler, la CAF, elle met plus de 3 mois à traiter ça. Parce que c'est traité à Bar-le-Duc pour toute la France. Que donc, voilà. Et là, on est bien confronté à une organisation du travail. Et donc, du coup, quel est le sens de son travail? Mais je pense qu'on dit à peu près la même chose en fait. Ce que je veux, peut-être que je ne l'ai pas dit de façon plus précise, c'est qu'on est gouverné par ce qu'appelle Alain Sopiot, gouverné par les nombres, la gouvernance par exemple, c'est-à-dire qu'avant, on peut imaginer qu'il y a eu deux types de fonctionnement où c'était les lois qui nous organisaient, c'est-à-dire qu'on s'entendait tous sur les mêmes lois, ce qui faisait qu'on pouvait s'entendre, et il y avait une instance tierce qui arbitrait tout ça. Aujourd'hui, c'est ces chiffres, c'est cette statistique, ces indicateurs qui nous gouvernent et qui font que ça n'a aucun sens. C'est surtout ça, c'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est l'exemple effectivement d'une organisation du travail qui s'est assujettie à donner des indicateurs et qui donne une aberration, une incohérence et qu'on se retrouve à pas pouvoir faire son travail correctement, quoi. Et dans lesquels, je me permets, c'est l'individualisation des erreurs, entre guillemets. C'est toujours la faute de quelqu'un et pas d'une organisation. Et ça, par contre, c'est quelque chose pour lequel aussi on a décidé de faire cette journée. Il faut arrêter qu'on ait que des individus, des agents, en fait, qui ont des tâches à faire. On est un collectif, on a une organisation qu'il faut réfléchir autrement pour éviter de se retrouver. Comme ma collègue Yasmina disait, on reçoit des personnes, en fait, au syndicat qui sont dans l'extrême souffrance et qui se sentent seuls. Et nous, à chaque fois, c'est quelque chose qu'on dit souvent, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas seul, en fait, on est avec vous. Et ça devrait être de façon globale, de façon collective, au niveau du CHU. On n'est pas seul, on est un collectif très fort et qu'il faut travailler ensemble. Enfin, pas encore très fort, mais... Oui, bonjour, Philippe Martinez, donc jeune retraité adhérent à la CGT. Je voulais juste mettre un bémol. Je pense que cette souffrance au travail, en fait, elle a toujours existé, mais sa prise en considération est tout à fait récente, ça oui. Je me souviens, il y a près de 40 ans de ça, un de nos camarades de service était immolé dans le service même. Donc c'est dire que c'est un phénomène qui n'est pas récent. Non, ce que je dis, c'est pas que la souffrance au travail, elle est nouvelle. C'est pas ça. C'est que ce qui est nouveau, c'est que pour moi, c'est toutes les catégories, c'est qu'il y a cette impossibilité de penser, c'est que qu'on arrive au boulot et que de sa propre initiative, c'est-à-dire complètement de façon automatique, on va se décérébrer. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça qui est nouveau. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va s'auto-assujettir à ce qu'on va nous demander. Ok, c'est plus clair. Alors bonjour, je m'appelle Franck Choukoun, je suis aide-soignant. Alors voilà, les réflexions que ça m'inspire, c'est aussi lié à notre époque où on est dans la non-pensée, on est dans l'agir et où il y a une espèce... je prends souvent les transports en commun et quand je prends la ligne qui va à l'hôpital, les gens souffrent déjà en voyant le faciès. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est aussi cette espèce de culpabilisation installée par rapport à cette injonction du bien-être. Et je trouve que là, il y a un biais quand même, c'est que le système déconne, excusez-moi l'expression, et en fait, on va mettre une espèce de cosmétique autour avec des bulles, avec des relaxations, avec des choses diverses et variées de méditation. C'est très très bien, mais en même temps, c'est un moyen, je pense, un petit peu, qui peut avoir une perversité parce que ça sous-entend que si la personne va mal, c'est qu'elle n'a pas utilisé ses moyens. Exact. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment très, très malsain. Malsain, sous l'apparence brillante, etc. Ça, je veux dire, on ne met pas une couche de doré, de peinture sur quelque chose qui est rouillé. Et que quelque part, on peut mettre voilà, tous les moyens comme ça.
je pense qu'il y a une espèce de... Voilà, dans cette injonction de bien-être et de non-pensée, on est d'une certaine façon un peu berné, je dirais, par ce dysfonctionnement. Et comme le système il est un peu homéostasique, c'est-à-dire que dès que eh bien, ça ne s'uniformise pas, eh bien, l'élément non uniforme est un petit peu rejeté, on retrouve ce qu'on a expliqué, la souffrance et tout ce qui s'ensuit au niveau individuel et du coup, voilà, je pense que c'est pas par des moyens cosmétiques, c'est pas du Yves Rocher, c'est profondeur. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Jacques, tu veux peut-être dire quelque chose? Allez. Juste un mot, parce qu'il y a une petite erreur étymologique. De tripalium? Non, de Sur le work? tripalium. Ah bon? Oui, bien sûr, c'était l'instrument de torture de l'écartèlement. Ouais. Mais ça a d'abord été appliqué au travail de la femme, c'est-à-dire l'accouchement. Historiquement, un siècle avant qu'on utilise le mot travail pour désigner le labeur. Alors, l'accouchement, oui, bien sûr, c'est la souffrance, mais c'est aussi donner naissance à. Et le travail, c'est ce qui donne naissance à la richesse. Attendez, réfléchissez un peu. Moi, je ne suis pas à la CGT, alors ça me permet de jeter des fleurs à la CGT. Et pas qu'à la CGT, d'ailleurs. À tous les syndicats, à tous les premiers syndicats historiques et en général les plus importants dans les pays divers et variés. Je pense à la CNT espagnole qui a disparu après avec la guerre de 1936, la guerre civile en Espagne, à la CGIL en Italie. Tous les titres se réfèrent non pas aux travailleurs, comme la CFTC le fait, Confédération Générale des Travailleurs Chrétiens, mais au travail. Parce que ce qui donne la noblesse, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui est producteur des richesses. C'est le fondement. Tous les syndicats historiquement se réfèrent au travail et non pas aux travailleurs. Alors, aujourd'hui, j'en reviens à l'histoire de Bulle. Ce qu'on nous propose, c'est évidemment du cosmétique. C'est pas soigner le travail qui est malade. C'est on va vous donner des belles pauses, etc. On va vous donner un peu plus de congés dans d'autres entreprises. Et tout ce qui est aujourd'hui dans le registre du bien-être au travail, la qualité de vie au travail, si vous prenez toutes les mesures se réfèrent non pas au travail lui-même, jamais. Il est question du travail et il est toujours question du non-travail. Ce qui est quand même assez fabuleux. Parce qu'on s'aveugle. Et les hiérarchies, quelles qu'elles soient, ne veulent plus voir le travail. Ils s'occupent du reste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sans commentaire.